Bonjour à tous, bonjour Bordeaux, bonjour le salon. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle édition du Point Gaming, notre émission dédiée au sujet du gaming, dans le cadre de l'initiative One Point Gaming, qui vous propose du contenu autour des jeux vidéo, mais pas que, des animations, des tournois, et merci beaucoup. Et pas mal de contenu tourné autour du jeu vidéo donc. Je suis Maxime, je serai votre animateur pour cette session et on a la chance d'avoir des intervenants de qualité avec nous qui vont tenter de s'exprimer sur le sujet du jeu comme vecteur de cohésion. Comment est-ce qu'on amène le jeu dans l'entreprise? Qu'est-ce qu'on peut faire avec les formats ludiques? Comment est-ce qu'on crée de la cohésion? Comment est-ce qu'on forme? Comment est-ce qu'on apprend avec le jeu? Et je vous propose de commencer par un petit tour de table peut-être. Christina, si tu peux te présenter. Avec plaisir. Déjà, merci de m'avoir invité. Ça prouve qu'on peut avoir 50 ans, d'en parler à midi et être toujours dans le game. Donc moi, je suis la directrice associée d'une société qui s'appelle Happy Team. Happy Team, comme son nom l'indique, on travaille sur les dynamiques d'équipe, même si ça s'écrit avec un I et pas TEAM. Et donc, on fait de la facilitation au changement, avec une spécialité sur tout ce qui est comité de direction et accompagnement de managers. Et pour nous, le jeu, parce qu'on est experte en serious gaming, on les crée. C'est un outil, en fait, dont on se sert tous les jours. Bonjour, du coup Antoine Lamoureux, je suis responsable de Coloc Bordeaux. Coloc, c'est une entreprise qui est spécialisée dans la création de jeux pour entreprises. On intervient sur de nombreux cas d'usage différents, que ce soit pour la formation, la sensibilisation, l'intégration des salariés, le recrutement, la cohésion, la communication, etc. Donc on va créer énormément de formats différents, que ce soit en ligne ou en présentiel, pour répondre à énormément d'objectifs et d'enjeux. Bonjour Denis, je travaille ici et voilà, finalement. Et si je suis là, c'est que j'ai aidé à co-organiser et co-animer les Olympiades sur les 3 dernières années. Super, merci beaucoup pour votre présentation. J'ai envie de commencer avec une question un peu basique, un peu naïve. À toi, Denis, pourquoi choisir le jeu pour créer du lien? Alors, la question est intéressante parce que j'envisage pas l'un sans l'autre. Euh, le jeu alors, de société, mais le jeu type Olympiade est là pour moi, rassembler les gens autour d'une activité. Si on prend un peu de fun au passage, c'est mieux. Mais le jeu a ça de bien que on peut définir un sous-espace de temps et de règles où on dit, voilà, on passe tous un contrat, on va suivre ces règles, on va s'amuser ensemble. Et ça, c'est quelque chose qui rassemble assez facilement, que tout le monde suit assez facilement. Et donc, naturellement, le format des Olympiades s'est orienté vers, on va faire plein de jeux et on va faire plein de petits jeux pour que tout le monde s'amuse à chaque fois. Et est-ce qu'il y a des difficultés particulières à amener le jeu dans le monde de l'entreprise? Alors, je vais faire très succinct parce que je pense que les autres intervenants seront plus pertinents que moi sur ça. Il y a des considérations très basiques. La place, tous ceux qui ont organisé les Olympiades le sauront. Euh, En fait, comme c'est un jeu physique, il faut juste les moyens de le faire. Et peut-être le plus gros point, c'est lutter contre ce qu'on a appelé l'effet Monopoly. Quand on parle de jeux de société ou de jeux de façon générale, on a plein de gens qui nous disent moi, j'aime pas jouer. Euh, et ça, pour moi, en fait, d'expérience, c'est pas vrai. C'est juste qu'on n'a pas trouvé le bon jeu parce qu'on a tous été traumatisés par des parties de Monopoly de 6h30, mais le jeu, c'est pas ça. Et c'est juste lutter contre cet a priori qui a pris un peu de temps et un peu d'effort, mais une fois ça passé, c'était très bien. Et je donne la parole du coup aux autres intervenants. Je vais rebondir là-dessus parce que c'est vrai que moi, j'ai des comités de direction qui me disent ah non, mais on n'est pas là pour jouer, en fait, on est là pour travailler. Donc, on met plus ou moins de ludique dans nos interventions et puis on essaye quand même d'introduire des cartes de temps en temps, etc. Comme on les voit assez régulièrement, après, ils nous disent bah, il n'y a pas de jeu aujourd'hui, réfléchir. En fait, tout le monde a encore cette envie d'enfant de jouer. On a tous joué enfant. Et après, ils ont l'impression qu'en étant en milieu professionnel, ben, il faut avoir une certaine posture en fait, qui fait qu'on n'a pas le droit de jouer. Mais dès qu'on leur sort quelque chose, oups, il y a le challenge qui arrive et ils se rendent compte très vite qu'en fait, ils vont arriver plus vite à trouver des solutions parce qu'ils sont plus dans le même fonctionnement en fait.
Pour rebondir, en effet, c'était hyper intéressant. C'est désormais le jeu a quand même eu cette image de le jeu sérieux, le serious game. C'est un terme qui est devenu de plus en plus générique et global dans pas mal d'entreprises. Et c'est vrai que on a tendance à dire oui, c'est moderne, c'est nouveau, et il y a très peu d'entreprises qui vont se lancer là-dessus, mais c'est de plus en plus déployé. On va intervenir sur des secteurs publics, le BTP, surtout même ces secteurs-là qui nous semblent être un peu reculés de tout ça. Ils sont en fait ouverts aussi désormais à ces nouvelles façons de proposer des choses et de répondre à des enjeux, des objectifs avec du jeu. Donc voilà, je pense que le principal problématique qui n'est plus trop, c'était justement de transformer c'est quelque chose de nouveau en quelque chose de c'est tout à fait normal, tout le monde le fait, et donc c'est comme ça qu'on peut l'amener justement de plus en plus à l'utiliser dans l'entreprise, quoi. Vous avez bénéficié de l'acculturation sur le temps, en quelque sorte. Ouais, c'est ça. Et après, c'est un mélange où ça provient aussi directement du public qui avait besoin en fait de changer, que ce soit par exemple prendre l'exemple des formations, sortir un peu de ce cadre de très descendant, d'aller chercher quelque chose où on est plus actif, où l'attention aussi, on a essayé d'aller chercher beaucoup plus d'attention. Et donc, forcément, il a fallu répondre aussi à ces nouvelles demandes, ces nouvelles générations qui sont de plus en plus amenées à devoir demander aussi ça. Mais en fait, on se rend compte que c'est pas quelque chose de générationnel. En fait, au fur et à mesure, on se rend compte que c'est une réponse qui marche avec tout le monde. Et mais juste, en effet, ça peut venir aussi de base c'est devenu du public qui est remonté après au fur et à mesure dans l'entreprise. Non, je suis d'accord avec Antoine. Et en fait, c'est une façon de l'amener et peut-être aussi de la personne qui va venir nous chercher, donc pour nous, les RH beaucoup et les dirigeants, qui est un peu l'esprit ouvert aussi sur envie de tester des nouvelles méthodes de travail, parce que c'est une nouvelle méthode de travail. Ok, merci beaucoup. Et toi, Denis, qui ne vend peut-être pas ça comme un outil de travail, mais plutôt comme quelque chose une forme de divertissement, est-ce que tu rencontres des situations particulières par rapport comment est-ce que tu fais pour l'amener au sein de l'entreprise? Mmh. Alors oui, hem, ce qui est intéressant, c'est on en a parlé plusieurs fois, c'est le fait de redécouvrir les gens parce que, il y a des gens qu'on croise tous les jours avec qui on travaille, mais le lien de jeu, en fait, le fait de dire on a un contrat, défini par les règles du jeu qui est fixé et on peut faire ce qu'on veut dans ce contexte-là, ça plus éventuellement soit la compétition, soit la coopération contre les règles du jeu, fait qu'on a un rapport aux autres qui est vraiment différent. Et c'est ce qu'on a préféré voir dans les Olympiades, c'est de voir des gens qui avaient entre guillemets des comportements autres, qui se laissaient soit plus parler, soit plus aller, soit qui interagissaient différemment. Donc pour reprendre ce que tu disais au début, le lien il vient de là, du fait que quand on joue, oui on a un objectif et oui on suit des règles, mais on est surtout là pour interagir, faire un jeu en société. Et ça pour le coup c'était la partie qui nous a le plus intéressé, qu'on a le plus vu émerger au travers des épreuves. Et c'est aussi, pour rebondir là-dessus, l'importance du jeu dans ce cadre-là, c'est que ça crée une expérience commune, que tout le monde va participer, tout le monde va participer au même jeu, va participer avec les mêmes règles, avec les mêmes problématiques, et donc ça crée aussi un moment commun sur lequel on peut ensuite rebondir, créer en fait un souvenir aussi à plusieurs, et c'est la création de souvenirs aussi qui crée cette cohésion, et dont on a partagé des moments communs, et donc ça nous a amené à créer cette cohésion et à partager, et ensuite à aller plus loin pour discuter d'autre chose que juste le jeu et l'expérience qu'on a vécue, quoi. Alors nous, c'est pour ça qu'on l'utilise, parce qu'on se rend compte qu'avec le jeu, en fait, quand vous êtes dans le flow du jeu, vous n'êtes plus du tout la personne et la posture professionnelle que vous avez, mais on va voir les vrais profils des gens. Nous, on travaille beaucoup en couleur pour ceux qui ont passé le test 10, par exemple. On va vite voir si les gens sont à dominante rouge, jaune, bleu ou vert. Et on leur explique en fait comment décoder leurs collègues pour pouvoir leur parler le mieux possible en fait, parce qu'on ne parle pas à un bleu comme on parle à un rouge, ou en mail pareil, hein. Donc voilà, donc nous on l'utilise vraiment pour que les gens dans le flow voient vraiment les profils de leurs collègues et comprennent en fait les difficultés qu'ils ont, soit en équipe ou au contraire, s'ils ont des profils complémentaires, pourquoi ça marche bien. C'est comme ça qu'on l'utilise. Pour rebondir sur ça, c'est un aspect super intéressant parce que il y a des jeux où l'objectif c'est d'apprendre à communiquer avec l'autre, de savoir travailler avec l'autre. Pour des jeux plus courts, format Olympiade,
C'est l'exact inverse, c'est-à-dire qu'on va se servir du fait que on se redécouvre dans la communication pour créer des situations improbables. Je pense à un jeu, en fait, on appelait ça le poulpe. Il faut voir un rond de carton avec un feutre au milieu, plein de ficelles qui partent de ce rond de carton, chacun tient un bout de ficelle, et le but c'est de se coordonner pour tracer, là c'est un labyrinthe, un trait dans un labyrinthe. Donc ça sous-entend que chacun a un rôle à jouer, mais on est obligé de communiquer tous globalement à tout instant, et on se rend compte que tracer un trait c'est parfois très compliqué, quand on a 3 minutes pour le faire, et qu'on n'arrive pas à communiquer, et qu'il faut malgré tout le faire. Alors nous, on appelle ça le crayon collaboratif, pas le poulpe, mais du coup, je pourrais le réutiliser comme ça. Et je pense que le meilleur exemple, c'est de savoir si vous avez joué aux jeux de société avec votre belle-mère ou copine, votre copain, vos parents, et voir comment ils réagissent quand ils perdent ou, ou quand ils gagnent. On voit tout de suite, en fait, les caractères qui ressortent. Bon, sur ça, c'est plus comment dire, un point intéressant sur le fait de gagner ou de perdre. J'ai l'impression que de plus en plus, on arrive sur des jeux où en fait on s'en fiche. On ne cherche pas à gagner ou perdre. Je pense typiquement à un jeu, voilà, il y a des débats et les caractères des gens ressortent, mais il y a plein de jeux de société qui sortent en ce moment où il y a des règles, donc des objectifs de victoire ou de défaite, mais où le comportement nominal des gens, c'est de prendre ça, jouer au jeu et de se ficher des conditions de victoire. On est là pour créer des situations, créer des souvenirs, juste dire, pour ceux qui connaissent le jeu concept, où on doit se faire deviner des choses à partir de sous-concepts, en fait, on se fiche de gagner ou de perdre. Il y a un système de points et de gagnants. On est là juste pour essayer de faire comprendre que Albus Dumbledore, c'est un vieux monsieur et qu'il a des pouvoirs magiques, quoi. Et c'est vrai, nous, on nous demande, mais le jeu, il y aura du challenge dedans parce qu'on a peur que ça crée des situations compliquées après dans l'équipe. Donc on nous demande de plus en plus des jeux collaboratifs ensemble au même niveau. D'ailleurs, pour en rebondir encore sur ça, effectivement, le côté challenge, c'est super intéressant parce que on a eu des retours, même pour des jeux dans les Olympiades où il y a littéralement aucun enjeu. On est là pour partager un bout de pizza et jouer ensemble. Il y a des gens qui ne voulaient pas venir parce qu'ils avaient peur de pas suffire, de dire non, non, j'ai peur de pas réussir, c'est trop challengeant. Il faut voir que il y a 2 ans, l'épreuve numéro 1, c'était on construit une tour en post-it. Donc niveau challenge, c'était acceptable, mais il y a quand même des gens qui, indépendamment du jeu, sont dans cette situation où on va dire j'ai peur d'être en défaut. Et c'est un des biais contre lesquels il faut aller, juste dire non, quand tu es là pour t'amuser, tu es là pour t'amuser. Ta tour, elle est moche, c'est pas grave. Le but, c'est pas ça. Le but, c'est de créer une expérience. Et vous avez tous un peu précédé du coup ma question suivante, ce qui était sur et ce sentiment du coup d'inappropriation ou de je vais pas être assez bon qui peut freiner sur la projection dans le jeu. Mais il y a aussi pas mal d'autres situations que vous avez décrites. Vous avez des profils très différents au sein des entreprises que vous êtes amenés à faire collaborer, que ce soit générationnel ou les métiers qu'ils font, les formations qu'ils ont eues, leur culture de manière générale. Comment est-ce que vous faites pour rendre le jeu le plus inclusif possible? Je pense il faut repartir au fait du début qui est être au courant de quels sont les objectifs, quels sont les enjeux, quelle est la cible. En fait, c'est en partir de ça, ça nous permet d'avoir une image de OK, où est-ce qu'on va aller, et ce qui permet d'être le plus au courant et d'adapter le jeu au plus grand nombre. Donc, ça, c'est la première phase qui est importante. Et après, il y a un sujet qu'on parlera après, mais c'est aussi avoir des animateurs, avoir des personnes qui sont là et qui sont les maîtres du jeu ou autre. C'est vraiment une étape aussi très importante dans l'utilisation du jeu avec un fond derrière, avec un sujet sérieux. Il y a cette phase-là aussi qui permet d'être dans l'inclusion parce que c'est ces personnes-là qui vont aller chercher les personnes qui peuvent être le plus réfractaires ou autres en leur expliquant non, mais tout va bien se passer, vous inquiétez pas, tout va être très, très simple, il y a pas de problème. Alors c'est vrai que nous, on a des réunions en amont puisqu'on crée les jeux en fonction des objectifs et des contextes des entreprises. On s'aperçoit qu'il y a quelque chose qui va pas du tout, il y a des irritants ou ils sont, je sais pas, en plan, voilà, ils vont être rachetés ou je sais pas, ou je ne sais quoi. On leur dit en fait, c'est pas un jeu qu'il faut mettre en place. Donc ça, on n'ira pas proposer un jeu si c'est pas le moment dans l'entreprise. Donc c'est déjà quelque chose. Ensuite, on va construire en fonction de leur objectif final. On a eu par exemple un groupe hôtelier où c'était post-Covid. Il nous disait on a envie d'avoir tout l'hôtel dans ce séminaire parce que ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu et il faut recréer du lien.
Donc on les a fait jouer et à la même table, il y avait le plongeur et le directeur de l'école. C'est une école hôtelière et un hôtel. Et le plongeur, on l'a vu, mais tétanisé au premier tour. Alors, heureusement, on fait des jeux où ça tourne souvent. Et au final, il a été pris dans le jeu parce qu'il fallait, fallait imaginer un hôtel dans l'espace, donc des trucs avec des idées incroyables. Et donc, au bout d'un moment, il a lâché. Et en fait, ils ont passé un très bon moment. Et même le directeur est venu nous voir en nous disant, mais c'est super, quoi. J'avais pas l'impression qu'il y avait un problème de hiérarchie et tout le monde a joué le jeu, quoi. Complètement. Je suis désolé, il y a un milliard de choses sur lesquelles rebondir. Je vais essayer d'être le plus succinct possible. Les deux points qui m'intéressent, c'est la notion de game master, de maître du jeu, effectivement, où en fait, on sous-estime l'apport de celui qui fait jouer au jeu, pour moi. Je pense que vous serez d'accord. Alors, secret de fabrication des Olympiades, attention, il y a plein de fois où on a eu des contentieux ou des gens qui n'étaient pas d'accord avec les règles et tout. Et le critère qui a permis de trancher, c'est pas à quel point ça respecte la ligne A3 du point 2 des règles, c'est comment les gens s'amusent le plus. À quel moment tout le monde, dans le feeling qu'il a du jeu, va être le plus dans le flow, va dire bah oui, j'ai mon directeur à côté, mais en même temps, on est tous d'accord sur l'instant qu'on vit ensemble. Et pour rebondir sur le deuxième point, effectivement, les joueurs en fait se laissent aller. Alors, sans faire de la psychologie de comptoir, de dire que c'est bon, ils s'inventent un personnage ou quoi. Je laisserai les chercheurs en psychologie cognitive qu'on peut avoir ici en parler mieux que moi. Mais le fait de dire qu'il y a un moment où il y a un point de bascule où on accepte que si on respecte tous les règles, en fait, on n'a pas de souci à avoir. On ne sera pas jugé par l'autre parce que on est tous d'accord sur le fait qu'on joue un jeu avec ces règles. Et il y a des gens qu'on a découvert ici aux soirées jeux, qu'on a redécouvert. Je pense que certains sauront de qui je veux parler, de vraiment des gens qu'on voit au quotidien, mais qui ont créé des souvenirs extrêmement forts parce que juste les situations qui sortaient de leurs interactions étaient incroyables. Et pour moi, ça met ce point en valeur de cette situation est apparue, le lien a évolué parce qu'on a redécouvert les gens, mais qu'est-ce qui faisait qu'on n'avait pas ça avant? Pourquoi est-ce que le contexte professionnel empêchait ce côté? En fait, on peut avoir un lien différent, juste s'en rendre compte. Et je trouve ça intéressant qu'il faille des règles d'un jeu, parfois c'est du Uno ou c'est que sais-je, hein, pour aller au-delà de ça et pouvoir dire on crée du lien différemment. Je vais revenir sur la notion de game master parce que je trouve que c'est hyper important. C'est vrai que nous, avant de rentrer dans le jeu, on a déjà des règles de comportement, de leur dire ben, on est quand même en milieu professionnel, donc la bienveillance obligatoire. Et aussi le respect du silence, c'est-à-dire si votre voisin veut pas jouer à un moment donné, et ben respectez le fait qu'à ce moment-là, il n'a pas envie de jouer en fait, c'est pas grave. On a 5 règles comme ça, la confidentialité. On a un milieu d'entreprise et nous, on parle de sujets qui sont en interne. Et donc déjà, on va poser ces règles-là. Ensuite, nous, on est facilitatrice. Donc on va faire aussi un icebreaker avant de commencer à jouer pour savoir s'il y a des gens qui sont pas en disposition aujourd'hui d'être vraiment dans le jeu, donc parce qu'ils ont des problématiques dans leur quotidien, parce que c'est pas le jour, parce qu'ils ont panne de réveil, ou que sais-je. Donc on va faire plus attention à ces gens-là pendant le jeu et essayer de moins s'ils doivent faire une présentation, des choses comme ça. Après, on explique les règles du jeu, mais on va faire en sorte voilà, de veiller à ce que tout le monde participe. Et si on voit qu'il y a des gens qui sont mal à l'aise, d'aller les voir peut-être un peu plus souvent pour savoir ce qui se passe et relancer, parce qu'il faut relancer le jeu de temps en temps. Il y a des blancs. Et ça, c'est important. Nous, on est aussi médiatrice en communication non violente et bon, ça nous permet aussi de pouvoir avoir ces interventions-là sur les personnes qui sont moins à l'aise. Ok, super intéressant, merci beaucoup. Et bon, vous avez encore une fois un peu devancé ma question parce que j'allais vous parler effectivement du rôle de l'animateur. Est-ce que on a beaucoup parlé du fait que vous allez voir les personnes qui sont un peu éloignées peut-être de l'activité, qui rentrent moins dans le jeu, qui ont du mal à s'y prendre pour toutes les raisons que vous avez citées. Est-ce que on va aussi voir les personnes qui sont trop dans le jeu, qui s'impliquent trop, comment est-ce qu'on gère les différents types de profils? Est-ce qu'on intervient que quand on perçoit une situation? Est-ce qu'on est là en continu? Comment vous envisagez ce rôle?
Et, donc nous, chez Coloc, on va imaginer 2 animateurs en fait, différents. Il va y avoir l'animateur qui va être justement là dans ce rôle d'animation, dans ce rôle de créateur, d'énergiseur un petit peu. Il va être là justement pour aller chercher les personnes, créer une cohésion entre les équipes et éviter en fait cette, génération de frustration de la part des joueurs, ce qui est hyper importante pour les maintenir justement dans le jeu. Et ça, c'est pour le coup, c'est un vrai métier. Ça demande de suivre exactement tout ce qui se passe, d'écouter les différentes équipes pour savoir quand est-ce qu'il faut savoir intervenir pour aller les aider. Donc ça, c'est vraiment son rôle et son travail, ça va être d'être garant de cette cohésion et de réussir les objectifs qui ont été fixés. Après, nous, on a un deuxième animateur qui va être pour le coup vraiment dans l'explication de les objectifs, l'explication du contenu, quand on fait des jeux, par exemple, de sensibilisation à des sujets. Justement, cet animateur-là va être là pour répondre aux questions, alimenter les débats et permettre d'avoir en fait des réponses aussi aux potentielles questions qu'on peut avoir. Donc voilà, c'est un peu ces 2 animateurs-là qui peuvent être importants et utiles aussi pour la réussite du coup du jeu. Donc pour revenir sur les, profils, oui, il y a des gens qui voient bien, en fait, qu'ils ont envie de gagner ou nous, ça nous arrive d'être dans des situations un petit peu rigolotes où, on a un escape game qui se joue à 5-6 personnes. Pas un escape que vous jouez, il y a pas 3 pièces, il y a une pièce, voilà. Mais on apporte aussi, et il y avait clairement un profil rouge, alors que les autres étaient plutôt calmes et qui s'est énervé parce que, bah, au bout d'un moment, on leur dit: «Il reste, 5 minutes». Ils avaient vraiment pas trouvé où il fallait aller et du coup, elle a commencé à pousser tout le monde, «C'est moi qui prends l'ordinateur, non, faut pas faire ci» et cetera et quand on a débriefé après, parce que nous, on fait toujours des jeux et toujours un débrief après, c'est pour ça que il y a quelqu'un qui a dit: «Mais ça n'aurait pas été ma collègue, je pense que je l'aurais frappée». Et là, on se dit: «Bon, va peut-être falloir qu'on fasse un petit peu attention quand même parce que parce que ça peut être dangereux». Ouais, complètement. Alors, pour le coup, dans le jeu de société ou dans les Olympiades, on a moins ce genre de cas. Parce en général, les gens sont contents d'être là et ils viennent en connaissance de cause. Mais pour un petit parallèle, on en parlait au resto ce midi. C'est la notion d'humain et d'objectif extrêmement importante parce que quand on joue à un jeu dans Olympiade ou jeu de société, on est là pour jouer, donc supposément pour avoir du fun. Mais il y a des jeux qui ne marchent qu'en fonction des profils qui sont présents. C'est-à-dire que il y a, là, le jeu auquel on a joué en l'occurrence, c'est un espèce de loup-garou accéléré, bref. Et ça joue énormément sur le dynamisme des gens et la part, la part que les gens ont envie la part d'eux-mêmes que les gens ont envie de mettre dans le jeu. Le fait de dire, s'il y a des blancs et si personne n'a envie de participer, le jeu, il va pas être marrant. Concrètement, ça va être long. Mais là, c'est pas tant un problème de joueur qu'un problème de ben, il y a des gens, ils aiment le Uno, il y a des gens, ils aiment Twilight Imperium où les parties elles font 6h30. Juste, il faut savoir quel joueur on a envie d'être. Et c'est vrai que pour le coup, ça c'est plus, je pense, votre problématique où ben, le jeu doit fonctionner, entre guillemets, quoi qu'il arrive, alors que quand quelqu'un vient ici et choisit un des jeux, ben, il choisit le jeu. Donc en fait, c'est plus facile pour lui. Et ça, c'est tout le travail justement des game designers, des créateurs et des concepteurs des solutions, de savoir aller multiplier les différentes situations. Par exemple, si on prend le cas par exemple d'un escape game, c'est réussir à créer des énigmes qui sont suffisamment différentes pour aller plaire aux différents profils de joueurs, parce qu'il y a du coup plusieurs profils de joueurs. Et c'est justement tout notre travail en tant que game designer de faire en sorte que tout le monde se sent pris au jeu et sent inclus justement pour dire ah attendez ça j'ai compris, et c'est à ce moment-là en fait où il va se libérer parce que ça lui parle en fait à cette personne-là. Et donc c'est vrai que c'est tout le travail justement là du game designer. Et pour rebondir sur le débriefing et l'importance du débriefing, c'est aussi comme ça qu'on a un jeu qui remplit ses objectifs. Et en fait, faut pas le voir le jeu comme une solution miracle en fait à tous les maux, les problèmes qu'on peut avoir dans l'entreprise. Le jeu, faut vraiment le voir comme un outil qu'on va utiliser pour répondre à des besoins. Donc on va partir, comme je disais tout à l'heure, partir des objectifs pour créer une solution.
mais on a besoin de ce temps-là à la fin, d'échange pour revenir, pour ancrer le contenu, répondre aux questions que les personnes peuvent se poser dans le jeu. C'est vraiment toute une organisation. C'est pas juste OK, faites le jeu, c'est bon, c'est réglé. C'est vraiment toute une organisation et c'est là où l'animateur justement a toute son importance pour gérer le jeu, mais aussi savoir gérer justement cette partie-là, débriefing, ancrage du contenu, etc. Ouais, c'est de la prise de conscience, en fait. Il faut que ça fasse un déclic et qu'on puisse travailler ensuite sur les sujets qu'il faut travailler, mais c'est à partir de là qu'en fait, ils sont plus ouverts à travailler dessus. Ça sert à ça. Et moi, ça me fait rigoler quand il dit le designer, faut qu'il y ait des énigmes différentes pour plaire à tout le monde. Alors nous, il y a des énigmes différentes, mais quelquefois, on a eu un comité de direction d'une grande société d'énergie que je ne sais pas. Et ils avaient tous le même profil. Ils étaient tous ingénieurs. Et en fait, ils sont morts, hein. Tous morts. Ils sont pas sortis de l'escape. Et ils nous ont tous regardés en disant, bah pourtant, on est plutôt joueurs et tout. En fait, tout ce qui était énigme avec des chiffres, tout passait bien. Et tout ce qui était indice à lire, il fallait trouver des choses, bah, ils se les refilaient comme ça. Et puis du coup, ils sont tous passés à côté. Et donc c'est là où on voit aussi que bon, bah, il n'y avait pas assez de profils différents et complémentaires dans cette équipe-là. Et on leur a dit, mais vous n'avez pas des problématiques de prise de décision dans votre comité de direction? Et ils ont dit, bah si, maintenant on commence à comprendre pourquoi en fait. Pour rebondir sur ça, alors pour le parler avec les Olympiades, effectivement, on essaie de plusieurs types de jeux. Il y a ceux qui vont être énigmo, numérico-mathématiques, ceux qui vont être un peu plus sportifs, entre guillemets, ceux qui font intervenir du mouvement, ce genre de choses. Et c'est marrant parce qu'on avait à chaque fois des parties de population qui venaient nous voir en disant qu'il n'y avait pas assez de l'autre type de jeu, que j'aimerais qu'il y ait plus de maths ou j'aimerais qu'il y ait plus de sport, des trucs comme ça. Et c'est un exercice intéressant parce au fur et à mesure des années, on essayait de comprendre la proportion de chacun qu'il faudrait qu'il y ait, la difficulté. Pour l'épreuve, donc nous, ce qu'on appelle l'épreuve finale, c'est un escape game un peu plus gros, dont on parlait ce midi. Et là aussi, en termes d'énigmes, ça va du bout de papier qu'on doit plier en 3 fois pour avoir un code, à des lunettes à mettre, à des choses à aller chercher. La première année, on a fait un peu n'importe quoi, mais on avait fait une énigme dans 2 mondes, le physique et un virtuel, où en fait, le monde virtuel reproduisait les locaux, il fallait se balader dans les deux en même temps. Voilà, on s'était fait plaisir, on sentait que voilà, on n'a pas fait ça les 2 années suivantes. C'était trop cool de le faire et c'était trop bien à vivre. Mais voilà, on sent qu'il y a une adaptation à faire aux joueurs, parce que c'est le joueur qui joue à la fin. Et il faut que ça marche avec le joueur, quoi. C'est tellement vrai parce qu'on travaille aussi avec coloc sur des jeux et quelquefois on se dit ah, peut-être qu'on a été trop loin en fait parce que nous ça nous semble tellement facile parce qu'on en fait souvent. Moi je fais aussi des jeux de société à côté, je fais des escapes parce que ça nous donne des idées aussi pour faire d'autres énigmes. Et après, bah, nous on est tellement habitués que ça semble facile sur certains trucs, mais quand on les propose à des gens qui jouent jamais, ils nous disent non mais vous êtes allé chercher ça où en fait? Et justement, pour aller un peu plus loin sur ce sujet, je me demandais comment votre processus de création des jeux, en fait, comment vous transformez les objectifs de vos clients en des choses concrètes, des jeux physiques ou virtuels d'ailleurs. À quel point vous réutilisez, à quel point vous pouvez adapter les choses, comment ça se produit depuis l'expression d'un besoin jusqu'à l'aboutissement d'un jeu concret. Alors du coup, nous, pour parler uniquement de comment ça fonctionne chez Coloc, en gros, on a 2 activités. On a des jeux qui sont déjà tout faits, des jeux qu'on appelle clés en main, qui vont répondre à des besoins transverses. Et donc là, ça dépend un petit peu justement des objectifs, mais ceux-là peuvent assez facilement répondre à des besoins. Mais dès qu'on va partir sur des enjeux, des objectifs beaucoup plus personnels à l'entreprise, on va forcément tomber de plus dans du sur-mesure, où là, vraiment, on va créer tout de A à Z pour répondre aux besoins. Comment on fait? Bah, d'abord, il y a toute une étape de définir quel format on va faire, parce qu'il y a énormément de choses possibles. Est-ce qu'on va faire du digital? Est-ce qu'on va faire du présentiel? Est-ce qu'on va faire de l'escape game, des jeux de plateau, des formats plus jeux sérieux, des jeux d'enquête? Maintenant, il y a tellement de formats de jeux qui existent qu'il faut réussir à savoir quel est le bon format pour répondre à ce besoin-là. Donc là, c'est vraiment chaque format a ses points positifs, ses points négatifs. Et après, c'est tout le travail justement, nous, de nos game designers, ingénieurs pédagogiques, ça va être d'abord cadrer. Donc c'est se mettre d'accord sur les objectifs, le contexte, la cible, et vraiment tout comprendre. Et se mettre d'accord également sur le planning, comment est-ce qu'on va fonctionner dans les prochaines semaines.
Et ça s'est décidé avant ça. Et après, donc toute cette partie-là, cadrage, est hyper importante parce que c'est vraiment les bases en fait du projet. C'est ce qui permet d'avoir un socle défini et ce qui nous permet aussi à la fin, quand on a fini, nous on reprend ce qui a été défini en fait au cadrage pour dire ok, est-ce qu'on a réussi cet objectif-là qu'on s'était fixé, cet objectif-là, etc. Et après, nous, comment on fonctionne, c'est de la co-conception. En fait, nous, ce qu'on explique chez Coloc, on est spécialiste du jeu en entreprise. On sait comment transformer n'importe quel message en un jeu, en une solution ludique et apprenante. Mais par contre, on n'est pas maître de votre contenu. Donc là, on va vraiment avoir besoin de vous pour venir nous nourrir en fait en contenu. Et donc après, on va travailler un petit peu en entonnoir où en gros, on va d'abord commencer les messages, quels sont les grands messages que vous voulez apparaître dans le jeu. Donc là, il va y avoir vraiment beaucoup de travail collectif avec nos clients pour qu'ils nous partagent le contenu, les éléments. Et après, on va avoir toute une phase de conception où nous, on va d'abord proposer par exemple l'histoire du jeu, quel va être le scénario, les enjeux principaux, etc. Et par exemple, ensuite, les mécaniques, donc que ce soit par exemple en escape game, les énigmes, etc. Et après, on va avoir vraiment tout un premier test qui est hyper important. En fait, les tests papier, ce qu'on appelle des tests papier, c'est des tests maquettes en gros du jeu, vérifier est-ce que les mécaniques fonctionnent, le message se transmet bien, les personnes comprennent l'objectif qui est derrière. Et à partir de là, va nous permettre de recommencer une deuxième phase de conception, d'adaptation en gros de ce qu'on a créé pour réussir à l'objectif final. Et voilà, donc c'est vraiment tout un cycle ici de tests, reconception, test, reconception. Donc ça, c'est vraiment comme dans la création en fait d'un jeu vidéo, hein. C'est on crée le jeu, on fait des playtests, on refait le jeu, etc., jusqu'à ce qu'on arrive à remplir le 100% du coup des objectifs. Et voilà, quand on arrive à un jeu qui nous semble totalement fini et qui remplit les objectifs, on va le proposer de nouveau un second test directement auprès de la cible pour vraiment voir comment est-ce qu'ils se sentent, la gestion aussi du timing, est-ce que le temps qu'on a imaginé est bon, etc. Et faire les derniers réglages avant la livraison du jeu. Et après, nous, la subtilité, c'est qu'en fait, nous, le jeu, après, il est mis à disposition des entreprises et c'est eux qui vont l'utiliser, vont le mettre en place directement auprès de leurs collaborateurs. Ils en sont 100% propriétaires et donc ils vont aussi les former à l'animation, comme on en parlait tout à l'heure, de l'importance de l'animateur. Et donc on va aussi les former à comment se placer en tant qu'animateur, comment le jeu fonctionne, comment l'installer, comment le ranger, comment, etc. Et toute cette phase-là, justement, est importante aussi pour faire en sorte que le jeu ait une belle durée de vie après, quoi. Alors, il a dit beaucoup de ce qu'on fait aussi. Nous, on a moins cette phase de test parce que déjà, nous, c'est pas notre activité principale, mais il faut pas que le jeu prenne trop de temps quand on travaille avec eux. Donc, on a des jeux qui durent entre 1 heure et 3 heures, en fait. Et on en a aussi à la carte, mais c'est parce qu'on les a déjà construits sur des demandes clients, parce que ce sont des thématiques qui reviennent comme améliorer la communication en interne, trouver les leviers d'une équipe performante, voilà, connaître les forces de notre équipe ou des choses comme ça qui sont des demandes assez récurrentes. Et après, sur du sur-mesure, on a de l'assertivité aussi. On nous a dit: «Je veux un jeu sur l'assertivité». Sur le coup, on s'est dit: «Mmh». Et puis finalement, on travaille un peu dessus et on va travailler sur leur vocabulaire aussi, il faut beaucoup les faire parler, en fait, pour savoir exactement où ils veulent aller. Et après, nous, c'est des jeux un peu plus simples parce qu'on n'a pas de côté digital, sinon les collègues. Et les mécanismes de jeu, en fait, quand vous êtes joueur, vous savez que c'est toujours à peu près les mêmes, hein. Donc il y a les chiffres, il y a le fait d'avoir des indices, enfin les différents styles d'indices, c'est des choses qui reviennent. Donc on recrée en fonction de ce qu'on veut où on veut les amener. Et nous, on a moins de tests. Alors jusqu'ici, ça se passe bien, sauf si c'est quelque chose qu'ils doivent refaire en récurrent, comme des jeux d'intégration dans les locaux ou les choses comme ça. Mais sinon, c'est beaucoup de one shot sur une problématique où il faut avoir le déclic. Donc, on- ils nous font confiance, donc on fait le jeu et généralement ça. Tout a quasiment été dit. Pour rebondir peut-être sur un point que tu disais, Christina, tout à l'heure, sur le fait d'en faire à côté des jeux ou des escape games pour de l'inspiration. C'était Gérard Martin qui disait prendre une source, c'est du plagiat, en prendre plusieurs, c'est de l'inspiration. Là, littéralement, c'est pareil. On va tester plein de choses. Et puis, des fois, on va prendre un ingrédient d'un endroit parce que ça fonctionne, un autre, etc. Et à côté de ce processus donc, de culture personnelle, il y a donc
On a l'avantage d'avoir moins de contraintes, du coup on peut faire à peu près tout et n'importe quoi, surtout n'importe quoi. Et on a en amont des Olympiades plein de réunions, en fait on va faire de l'idéation, proposer plein d'idées et après on n'a plus qu'à choisir. Donc, pour donner un ordre d'idée, cette année on avait une soixantaine d'idées de jeux, il fallait en choisir 6 à la fin. Donc l'avantage c'est qu'on a en général de quoi travailler, ça vient assez naturellement. Nous, on a la vie facile, entre guillemets, parce que c'est juste du jeu sans ambition. Il n'y a pas de notion d'achat derrière. Voilà, c'est vraiment facile à côté. Et à quel point dans votre conception ou dans vos tests, vous incluez tu parlais souvent des différences de personnalité, qu'on leur mette des couleurs ou qu'on fasse des personas comme, on ferait en Change par exemple. À quel point vous essayez de faire rentrer la diversité d'utilisateurs dès la phase de conception dans vos jeux? Bah, ça, c'est plus pendant les tests justement qu'on va pouvoir, essayer d'anticiper, justement nous avec nos clients, on va essayer d'anticiper qui vont être les testeurs, que ce soit le test maquette ou le test, pratiquement final. C'est, justement pour, diversifier les personnes, en termes d'ancienneté, en termes de connaissance du sujet, en termes d'appréhension de ça. C'est vraiment en effet, les tests, c'est la partie la plus importante pour justement être certain qu'à la fin, on arrive à avoir un jeu qui soit, inclusif et qui réussit justement les objectifs. Donc je pense que c'est en effet ces tests-là qui vont permettre justement de faire en sorte d'avoir les différents profils. Et après, c'est justement tout le travail et la méthodologie de game designer, d'ingénieur pédagogique, de savoir comment est-ce qu'on va justement pouvoir aller chercher les différents profils et les différents types de joueurs pour les inclure dans la solution, quoi. Alors nous, on part du principe qu'on va avoir les différents profils de toute façon, à un moment ou à un autre, donc il faut que ça s'adapte à tout le monde et on a notamment un jeu sur la conduite du changement en entreprise où en fait, ça leur fait comprendre que, la personne à côté d'eux, va pas réagir pareil et donc on a toutes les possibilités en fonction de son profil, pour arriver à comprendre comment réagir si, parce qu'aujourd'hui on est dans un thème où, dans chaque entreprise, tout est mouvant et à l'extérieur de l'entreprise aussi, donc il faut s'adapter, tous les jours. Donc on va forcément tomber sur tous ces profils-là et il faut que ça parle à tout le monde, donc. Tout à fait. Pour rebondir sur ce que disaient Christina et Antoine, effectivement, peut-être une petite digression, cette notion de plaire à tout le monde, c'est un enjeu majeur parce que c'est extrêmement difficile et il faut bien se rendre compte que des fois, c'est pas possible. Pour prendre un exemple plus personnel, avec ma compagne, on a créé un jeu il y a quelques années et quand on faisait faire les phases de test en comment on appelle ça? En laboratoire, en fait, je vais y arriver, excusez-moi, en protolab, merci. Donc dans les festivals de jeux, vous pouvez présenter votre jeu pour le faire tester à des gens. Il y a vraiment des retours joueurs auxquels on n'est pas prêt. On en a vu un qui nous a dit: «Votre jeu, je peux pas le commenter sinon je vais le démolir». Ça fait pas du bien. C'est discutable comme retour. En fait, ça fait juste prendre, comment dire? Ça fait nous rendre compte qu'il y a de tout dans la nature et que, essayer de s'adapter à tout le monde, dans certains cas, c'est obligatoire. Dans d'autres, il ne faut pas que ce soit une pression sur le processus créatif, on en parlait tout à l'heure. On sait qu'on crée pour une cible et il faut avoir conscience de ça. Il y a des gens qui vont passer des années à peaufiner des jeux extrêmement complexes en sachant très bien qu'ils vont toucher un demi pour cent de la communauté de joueurs. C'est juste l'avoir en tête parce que ça soulage d'un poids et ça permet de créer différemment quand on sait à quel profil de joueur on va s'adresser. Et après, il faut aussi voir le jeu comme un objet un peu vivant. C'est qu'au fur et à mesure qu'on va pouvoir voir dans le temps qu'est-ce qui fonctionne moins, comment on peut l'optimiser, comment on peut l'adapter et comment lui donner des nouvelles choses pour justement remplir encore plus les objectifs et aller encore plus loin. Il faut vraiment le voir aussi comme ça. Il faut savoir mettre une limite, comme tu dis, parce que tu pourras jamais satisfaire tout le monde. Mais il faut aussi se dire que voilà, il faut au bout d'un moment, il faut le lancer et après, au fur et à mesure, on va le peaufiner, on va l'arranger et c'est ça qui est hyper important, quoi. Oui, ça, je suis d'accord. C'est comme un one man show. S'il y a une blague qui marche pas, bah, vous la changez. Bah, là, s'il y a une énigme qui marche pas, vous la changez. C'est qu'il y a que c'est trop loin ou pas assez bon. Donc, Et alors j'ai envie de vous poser de venir vous taquiner un petit peu parce que maintenant on a beaucoup parlé
de coopération, de cohésion et on voit assez instinctivement comment, du coup, des jeux de nature coopérative peuvent amener justement à tous ces objectifs qu'on cherche. Et ma question, vous la devinez, c'est est-ce que, ces objectifs sont atteignables aussi avec des choses qui mettent en compétition? Même si des fois les enjeux sont assez limités, est-ce qu'avec des mécaniques de jeu, des règles qui poussent à l'affrontement, c'est un grand mot, mais en tout cas pas forcément à la coopération, est-ce qu'on peut atteindre ce genre d'objectif quand même? Oui, oui, on peut. On a des demandes où c'est vraiment des jeux de challenge, hein, notamment des groupes de commerciaux, hein. C'est souvent, les challengers qui nous demandent: «Bon, bah, voilà, il y a des objectifs l'année prochaine, nous, on veut un challenge», pour que déjà ils jouent et ils voient qu'ils sont tous en compétition et oui, oui, c'est une demande aussi. Il y en a moins parce qu'il faut que ça soit vraiment, des profils de personnes qui ont envie d'aller là-dedans et non, les commerciaux, il y a, pas de souci. On le fera pas, d'autres populations que je ne citerai pas et voilà, mais oui, oui, c'est une demande aussi. Il y a une question aussi de, donc tout part en effet des objectifs que tu vas avoir, de la cible. En effet, il y a des cibles qui adorent ça justement, aller chercher du challenge, aller chercher la compétition. C'est un des leviers de gamification qui peut permettre en fait aussi d'aller chercher du monde, faire en sorte que les personnes participent et cetera. Le fait qu'il y ait un challenge, qu'il y ait des points à gagner, c'est aussi, ça peut permettre justement de résoudre un enjeu. Donc tout dépend aussi de l'enjeu. Est-ce que ton enjeu, c'est faire en sorte qu'il y ait un maximum de personnes qui participent et qui voient justement ton contenu? Et donc dans ce cas-là, ben, en effet, la compétition, le système de points peut aller chercher ce monde-là. Ou est-ce que c'est pas forcément le cas et du coup il faut savoir sélectionner et doser aussi cette compétition, mais c'est en effet la compétition a des points positifs et il faut juste savoir les gérer et les doser et si l'utiliser aussi, justement, quand on parle de débriefing, le rappeler aussi en débriefing que bah, c'est important aussi de. Là, il y avait de la compétition, mais c'est important aussi d'en discuter pour pas non plus que ce soit tout le temps la compétition entre tout le monde. Il faut bien voir que c'est pas dichotomique comme problème. Il n'y a pas compète d'un côté et coop de l'autre. Il y a plein de jeux entre les deux. Le loup-garou, typiquement, on est tous ensemble à peu près, à quelques poilus près. On va avoir, même dans le terme de sport, hein, en escrime, c'est un contre un. Il y en a un qui gagne et un qui perd. Quand on fait de l'athlétisme, vous n'avez pas battu l'autre, vous avez fait un meilleur temps que l'autre. Donc c'est comment ça pose le contexte de la compétition. Est-ce que le but c'est d'être bon et du coup après on peut se comparer aux autres, ou est-ce que le but c'est d'être meilleur que les autres fondamentalement sur cet instant T, sur cette partie? Ça crée des dynamiques qui sont complètement différentes. Il y a beaucoup de jeux de société qui émergent en fait, qui sont pas dans de la compète pure, qui sont dans de l'interaction indirecte, dans du scoring, et donc en fait ce qu'on compare c'est les points, c'est pas forcément comme aux échecs la puissance de calculatoire d'une personne. Il y a plein d'entre-deux qui permettent de diluer un peu le côté euh, ultra compète et je suis là pour gagner avant tout parce que mon seul objectif c'est de gagner. Il y a un jeu comme ça, je sais plus comment il s'appelle, où, il est perdu sur une île déserte. Galapagos, voilà. Il faut, être en coopératif au départ pour manger et faire des radeaux et puis à la fin, s'il y a pas assez de radeaux, faut tuer les autres. Donc, bon, on n'a pas réussi à l'adapter en entreprise bizarrement. Peut-être que c'est peut-être qu'on devrait essayer, Ça renvoie pas un très bon message, je crois. Vu qu'on approche, je regarde l'heure et je vois qu'on approche un peu de la fin du créneau qui nous était imparti. J'ai envie de vous poser une question d'ouverture, sur, votre regard, expert sur l'évolution du milieu. On en parlait tout à l'heure, au resto. Le jeu de société se popularise, se diversifie parce que par le nombre de sorties de jeux à l'année, les barrages qui ouvrent, votre activité qui évolue, aussi la plus grande sensibilité des entreprises. Quel regard vous portez sur l'évolution des années récentes et sur, les années à venir? Comme vous pensez est-ce que ça va poursuivre? Comment vous l'envisagez? Bah, le jeu, c'est toujours un peu compliqué, c'est vrai qu'il y a beaucoup de ressentis aussi de chacun et quand on plonge dedans, on a l'impression que le jeu est partout. Donc c'est vrai qu'après quand on commence à vouloir aller chercher des chiffres un petit peu là-dessus, on va très vite tomber dans le monde du jeu vidéo, mais qui est un monde qui a énormément changé au cours des 10-15 dernières années, qui est passé d'un monde très masculin, très jeune à en fait
une moyenne d'âge des joueurs de 45 ans et une répartition 51% de femmes, c'est 49% d'hommes en termes de joueurs. Tout ça, c'est parce qu'il y a de plus en plus de jeux un peu partout, que ce soit l'essor du jeu mobile a permis justement de transformer complètement les joueurs de jeux vidéo. Et donc c'est un peu le même principe pour le jeu dans tous ses sens. C'est justement, en effet, ça devient de plus en plus transverse, ça a de plus en plus de styles de jeux différents qui vont plaire à des personnes, d'autres non. Et donc forcément, en effet, le jeu va être de plus en plus diversifié et aller être de plus en plus présent un peu partout. On le voit, hein, il y a dans énormément d'applications, il y a de plus en plus que ce soit des jeux ou des éléments de gamification, que ce soit les classements, quand vous êtes sur Waze et vous gagnez des points parce que vous faites des kilomètres ou vous envoyez parce que vous dites qu'il y a un accident qui est devant vous. Enfin voilà, ces éléments-là, en fait, on en voit de plus. Là, on voit LinkedIn qui a la sortie des jeux également directement sur sa plateforme. Vous pouvez vous comparer avec les autres personnes du réseau social. Enfin, on en voit en fait de plus en plus partout. Donc voilà, c'est en effet quelque chose qui va être de plus en plus présent dans notre société, aussi bien personnellement et professionnellement. Alors le jeu, c'est pas nouveau. On a tous joué, on jouera toujours, je pense. En entreprise, on le voit un peu plus. Alors c'est vrai que nous, on a du mal à voir parce qu'on baigne dedans, donc on commence à évoluer vraiment. Moi, j'ai encore des prospects quand je les rencontre qui me disent: «Ah bon, vous faites du serious gaming, mais c'est quoi?» Donc ça dépend vraiment aussi des activités. Dans l'informatique, c'est plus présent depuis ces années. Alors que quand on parle d'industrie, c'est nouveau, donc ça va mettre un petit peu de temps. Maintenant, faut l'utiliser à bon escient. Si on propose que des jeux pendant les séminaires et bah, ça va faire comme les autres, activités, les olympiades, il y en a qui en ont ras-le-bol parce que parce qu'à un moment donné, il y avait que ça, donc faut pas prendre le jeu pour le jeu, faut l'utiliser sans en mettre partout parce que je pense sinon on va perdre aussi. Je pense que ça a quand même, un avenir encore, intéressant en tout cas pour les prochaines années parce que ça va mettre un peu de temps avant que tout le monde s'en lasse et tant mieux. Bon. Mais pour rebondir sur ce que tu dis, c'est vrai que c'est aussi là où ça va devenir un peu challengeant en tout cas, dans le secteur d'activité dans lequel on est avec Christina. Il y a de plus en plus d'offres, il y a de plus en plus de demandes, mais quel est le niveau de qualité qu'il va y avoir et est-ce que si c'est la première fois que vous faites appel à une entreprise pour avoir un jeu pour répondre à un besoin de formation, et que en fait il marche pas, est-ce que on blâme le jeu du coup en général ou est-ce que c'est la façon dont ça a été fait qui est pas bonne? Donc c'est ça aussi où il faut falloir être vigilant aussi sur faire en sorte de montrer il y a un bienfait derrière et en même temps c'est la partie la plus compliquée aussi pour nous d'avoir en fait des chiffres ou des KPI en fait à donner à nos clients quand on nous demande vous avez des retours chiffrés, bah, c'est compliqué parce que en fait on travaille sur l'humain, donc c'est toujours un peu compliqué quand on fait un jeu de sensibilisation au risque sur une ligne de production. Oui, on peut regarder est-ce que le nombre d'accidents a baissé après ça, mais est-ce que c'est le jeu qui a été la solution miracle? Est-ce que c'est un ensemble de plein de choses qui ont été mis? Donc c'est un peu ça aussi qui est assez compliqué pour nous de dire est-ce que le jeu va avoir vraiment une solution et parce que c'est du long terme, c'est de travailler sur de l'humain et à part avoir des questionnaires de satisfaction, de est-ce que vous avez appris quelque chose aujourd'hui, c'est toujours très compliqué de voir sur le long terme l'impact que ça a eu. Donc, ça va être un peu ça qui va nous permettre aussi de mettre de plus en plus en place le jeu en entreprise. Ça va être justement de réussir à avoir ces retours chiffrés là, quoi. Et faut pas oublier que le jeu en entreprise, au départ, vous l'avez vu parce que vous jouez à, un tirage au sort pour, voiture, par Auchan, Carrefour, je ne sais. Bah, le jeu, ça a toujours existé sur des petites choses comme ça et finalement aujourd'hui, on sent qui joue encore à ces jeux-là parce qu'on pense qu'on va jamais gagner ou que c'est une arnaque ou un truc comme ça, donc ça s'essouffle aussi en marketing. Alors pourquoi ça s'essoufflerait pas après, comme outil de travail? Je sais pas, on verra. Alors ça, peut-être plus sur tout ce qui est jeux de société, mais ça rejoint quand même en particulier sur tout ce qui est offre et demande. Hem, à l'époque, il y a 5 ans, 5-10 ans, on considérait qu'il y avait entre 350 et 500 jeux qui sortaient par an.
Là, on est entre 5000 et 6000 aujourd'hui. On sait qu'il y a eu une explosion du domaine, mais du coup, où on en est de la vague, à quel point ça va se stabiliser, où ça va se stabiliser. Ce qu'on voit par contre, c'est qu'en termes de diversification, c'est absolument incroyable ce qu'on a. Avant le jeu de société, vous étiez, pour caricaturer, le chevalier qui devait réussir des quêtes, vous aviez les jeux de SF, vous aviez les jeux abstraits d'un côté. Là, on a des jeux, on a une des dernières sorties qui a fait parler d'elle, où vous jouez un champignon. Il y en a un autre où un de mes jeux de préférés, où vous incarnez un voyageur sur une route au Japon et vous devez faire le plus beau voyage possible. Le potentiel créatif autour du jeu s'est élargi à tel point que on sait qu'il y a encore plein de choses à faire et qu'on peut sortir des sentiers battus. Mais du coup, maintenant, à l'inverse, pour ceux qui connaissent Kaijo, on en a marre parce qu'il y a une douzaine de variantes de Skyjo qui sortent par an, où en fait il y a 2 règles qui se mettent en plus. Parce que tout le monde a compris que Skyjo, c'était le jeu le plus vendu de tous les temps, donc il fallait avoir sa variante de Skyjo pour la vendre. Donc l'équilibrage de l'offre et de la demande est en cours, ça c'est sûr. Mais personnellement, en tout cas, du point de vue de société, je ne sais pas où ça va, si ce n'est que va y en avoir bien plus qu'avant pour tout le monde. Alors, merci beaucoup pour ces petits mots de conclusion. Je vous propose de peut-être se tourner un peu vers le public s'il y a des questions éventuellement, les prendre dans les 2 minutes qui nous restent. Soyez pas timide. Moi, j'aurais juste une question sur est-ce que vous utilisez des bêta-testeurs quand vous parliez de la partie test, on refait, est-ce que ces bêta-testeurs, c'est tout le temps les mêmes? Vous allez vraiment chercher plein de profils différents pour toucher un max de monde ou au contraire cibler la cible de joueurs que vous vouliez? Ça va dépendre du moment, on va dire, dans la conception du timing, on va dire, de où on en est. Les premiers tests, les tests papier, ça, on va directement les faire avec nos clients, que ce soit l'équipe projet, mais on leur demande aussi de pas hésiter à aller chercher d'autres collègues, etc., sans se poser trop la question de qui va être présent. L'idée, c'est d'avoir le maximum de retours. Et après, bon, beaucoup de tests se fait aussi en interne, nous, donc il y a tous les personnes de colloque qui vont justement tester, nous faire des retours. Et après, ce qu'on appelle nous les tests live, les tests en gros pratiquement finaux. Là, pour le coup, en effet, on va être directement sur les cibles, demander d'avoir vraiment des joueurs qui seront les joueurs après qui joueront. Donc, par exemple, si on dit on veut faire un jeu pour des lycéens, on va justement aller directement dans les lycées, faire tester le jeu pour avoir les retours en direct. Et voilà. Donc, on essaye de diversifier les profils en fonction de où on en est dans la phase de conception. Et merci. Alors, peut-être plus pour les Olympiades, si jamais ça peut vous intéresser. Pour les tests, toutes les épreuves sont testées. Cette année, on les a testées 2 fois, 3 fois. Le seul risque que vous prenez à le faire, c'est si vos joueurs découvrent qu'ils peuvent se lancer des élastiques dessus, et je me tourne vers des gens dans la salle parce qu'il y en a, vous perdez un tiers de votre temps parce qu'ils ont compris que c'était marrant. Donc, de façon générale, je pense qu'il faut tester. Enfin, vous serez d'accord, si on peut le faire, il faut. Juste, voilà, il faut prendre le temps de le faire, quoi. Merci beaucoup. Il faut tester sur des gens qui ont envie de tester. Ok, super. Je pense qu'on peut se quitter sur ces belles paroles. Je vous remercie pour votre temps, pour votre venue et pour ces échanges qui étaient, ma foi, fort intéressants. Merci beaucoup.